Savoir lire une question, savoir répondre, justifier, interpréter et amener son opinion. C'est loin d'être facile. Alors, pour augmenter ses chances de réussite, on va donner certains exemples et faire des simulations. Afin de pratiquer notre compréhension de lecture, on va imaginer l'histoire suivante. Ça va être moins long que de lire un livre au complet. Madeleine a subi un traumatisme grave à l'enfance. Elle a vu son père se faire tuer par un inconnu sans raison. Depuis, elle est scolarisée à la maison. Elle a une peur terrible de sortir car elle pense qu'il pourrait lui arriver le même sort. Elle sait qu'elle doit changer sa façon de voir la vie. Plus le temps passe, plus elle est troublée. Même si ses proches l'encouragent, elle demeure cloîtrée et cherche en vain à améliorer sa vie. Elle s'est fait quelques amis sur le web. C'est une très jolie fille. Elle est aussi vraiment intelligente. Il y a un jeune homme qui s'intéresse à elle. Sauf que, comme les autres, il risque de se tanner des rencontres virtuelles. Alors maintenant, tu vas t'imaginer que tu es en examen. On va simuler une question et imaginer des réponses en lien avec le petit texte qu'on vient de regarder. Là, devant ton examen, tu as une question dans ce genre-là. À partir de ton cahier de préparation, donne 2 facettes du personnage principal et assure-toi que celle-ci nous aide à mieux le connaître psychologiquement. Justifie bien ta réponse. Là, tu te questionnes. Première chose que tu dois faire, c'est de regarder le nombre de points. C'est sur 4 points. Logiquement, 2 facettes et 4 points, donc 2 points pour cela, c'est logique. Alors, les autres 2 points vont être pour l'explication, soit la justification. Donc, 2 facettes, 2 justifications. Mais facettes, ça veut dire quoi? Tu ne le comprends pas. Oublie ce mot-là. Contente-toi de nous parler du personnage principal et de son psychologique. Psychologique, c'est où ça? C'est dans sa tête. Alors, quand tu butes sur un mot, oublie ce mot-là, à moins d'utiliser un dictionnaire. Alors, je reformule. 2 facettes, on ne sait pas c'est quoi. On veut décrire le personnage psychologiquement. Donc, on va essayer de trouver 2 explications psychologiques à propos du personnage, puis on va justifier ça. 2 points pour le psychologique, 2 points pour la justification. Qui a la meilleure réponse? Moi, en tant que professeur, je corrige plein d'élèves. Alors, il y en a qui ont 1, il y en a qui ont 0, il y en a qui ont parfaite note. On va regarder un petit peu à quoi ça pourrait ressembler une réponse et combien de points je pourrais donner pour ça. L'élève numéro 1, lui, il m'écrit ça tel quel. Le personnage principal se nomme Madeleine. Elle a peur de tout, parce qu'elle a peur de mourir. Aussi, elle a peur du monde. Elle a peur qu'il la tue. Bon. Dans sa réponse, lui, psychologique, elle a peur de tout. Elle a peur de mourir. Ben, de tout, c'est quoi? On sait pas c'est quoi, là. Et ensuite, il dit, on a peur qu'on la tue, elle a peur de mourir. C'est la même affaire. Donc, il y a comme plus ou moins 2 facettes, 2 aspects psychologiques. Peur de tout, on va dire peur du monde. On va l'accepter, qu'on la tue et va mourir. Mais il n'y a pas vraiment de justification à ça. On ne sait pas pourquoi. Donc, juste 2 sur 4. Le deuxième élève, lui, il a été plus court. Madeleine a peur. Ça, c'est un seul aspect psychologique. Car elle a été traumatisée, elle est triste car elle a des mauvais souvenirs. Bon, ça, c'est sa justification. Traumatisée, triste, mauvais souvenirs, c'est la même chose. Alors, 1 point pour son trait psychologique et 1 point pour sa justification. Il ne faut pas avoir plus que 2 sur 4. L'élève numéro 3, lui, il a pris le temps de numéroter 1, 2. Il a marqué Madeleine, 1, elle a peur de mourir. Ça, c'est le premier trait psychologique. Sa justification, elle a vu son père se faire tuer.
Il n'y a pas inscrit qu'elle n'avait peur que ça lui arrive aussi, c'est pas grave. Bon. Son deuxième aspect psychologique, c'est qu'elle déteste ou elle a peur des inconnus, des étrangers, ça aurait pu être ça aussi, c'est très bien. Là, elle justifie parce que c'est un étranger ou un inconnu qui a tué son père. Moi, je trouve que c'est très pertinent. Deux aspects psychologiques sont là. Les deux justifications. 1, 2, 3, 4. Imaginons la question suivante. Choisis un problème vécu par un personnage de l'histoire et explique la solution à ce dernier. Donc, la solution du problème. Et logiquement, si vous choisissez un personnage, vous allez choisir le personnage qui a le plus de description, le plus de vécu, de problèmes, le personnage principal. Ici, on n'a pas le choix, c'est Madeleine. Alors, voici son problème. Madeleine a peur de tout. Alors, je lui proposerais de voir un psy. Bon, l'élève 1 qui a écrit ça, il n'explique pas la peur. Elle a peur de tout, on ne sait pas pourquoi. Voir un psy, on ne sait pas pourquoi non plus, c'est pas détaillé. Tu peux pas aller bien plus loin qu'un point. Sur 3, il n'y a rien là-dedans. L'élève 2 va un petit peu plus loin. Son ami Internet s'intéresse à elle, mais il est tanné de la voir se renfermer. Alors, elle devrait lui proposer de voir un psychologue. Là, on est un petit peu plus clair, dans le sens qu'on voit très bien que là, elle a un problème, elle ne sort pas, elle s'isole. On l'a défini le problème. Et il lui conseille de voir un psychologue. Mais là, il manque quelque chose. On fait quoi que le psychologue? Elle ne peut pas sortir. Comment est-ce qu'on va faire? Elle ne peut pas sortir de la maison. Je ne peux pas aller bien plus loin que 2 sur 3. Le troisième élève, lui, il a développé un petit peu plus. Madeleine a une phobie sociale et refuse de sortir. Elle souffre d'agoraphobie. C'est pas nécessaire de mentionner l'agoraphobie si tu ne le sais pas, mais c'est pas grave. Si c'est écrit, c'est encore mieux. Elle ne peut même pas sortir voir un psychologue. Là, c'est assez clair. Si j'étais à sa place, j'essaierais de trouver un bon psychologue sur Internet qui accepte de se déplacer. Alors, on a le même problème que les autres élèves. Très détaillé. Elle a une phobie, elle ne peut pas sortir. Et on a une solution qui est bonne. Ça y prend un psychologue qui va se déplacer, qui va aller à la maison. Elle ne peut pas sortir. J'ai bel et bien mon 3 points sur 3. OK, maintenant, on en a terminé avec l'histoire de Madeleine. Quand tu reçois ton examen, est-ce que ton examen est sur 30, sur 40, sur 50 ou sur 100? S'il est sur 50, tu sais que c'est beaucoup plus facile de se mettre une note sur 100 en se disant ça prend 60% pour passer. Donc, sur 50, ça prend 30 pour passer. C'est clair. Alors, il faut que tu comprennes que si ton numéro est sur 2 points, est-ce qu'il vaut vraiment 2 points? Dans le fond, il en vaut 4 si tu le mets sur 100. Alors, si ton examen est sur 50, toutes tes notes doivent être doublées. Souvent, on se dit que 2 points n'est pas grave, mais si on comprend qu'en ramenant la note sur 100, on doit doubler le tout, on se rend compte que ce même 2 points en vaut 4. C'est très important. Dans un examen, même pour une compréhension en classe, on ne laisse aucune réponse vide. On revérifie. On revient à la première page. Des fois, il y en a qui passent une page puis ils s'en rendent même pas compte. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais je sais pas quoi répondre, j'en ai aucune idée, je comprends rien. Quand on prend une chance, ça se peut qu'on tombe sur un mot qui fait plaisir à l'enseignant et qu'à ce moment-là, tu obtiennes des points. Imagine, j'ai 2 mains.
Dans une de mes deux mains, je cache un billet de 100 $. Je te dis, dans quelle main est placé mon billet de 100 $? Si tu trouves la bonne main, je te le donne. Est-ce que tu vas me répondre, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai pas à choisir, je sais pas. Si tu me dis ça, tu choisis pas, c'est impossible que tu obtiennes le 100 $. Mais si tu prends une chance, c'est la même chose quand on répond à une question, on prend une chance. Ensuite, on regarde la grille de correction et le nombre de points. Des fois, c'est marqué sur 4, mais des fois, il y a toute une grille de correction qui est compliquée. On la vérifie comme il faut pour savoir un petit peu à quoi s'attendre. Maintenant, dans cette même grille-là ou dans les questions, si on te parle d'aspects, on te demande d'amener des aspects. C'est quoi ça, des aspects? Ça veut dire quoi? Dans le fond, des aspects, c'est des détails. C'est des éléments, c'est une description. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle d'un thème, c'est pas tout à fait la même chose. Un thème, c'est de quoi le texte parle en gros. C'est quoi le sujet? Ça se peut que dans un texte, il y ait plusieurs thèmes. Et une justification, c'est tout simplement une preuve, une raison à ta réponse. Maintenant, en examen, si tu as une question de ce genre-là, choisis un personnage de l'histoire et aide-nous à le connaître en le décrivant à l'aide de plusieurs aspects. Là, tu vas avoir des lignes pour répondre et à la toute fin, tu vas avoir cette grille de correction-là. A, B, C, D, E. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Logiquement, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ça veut dire que c'est sur 10 points, ça c'est clair. Tout le monde va avoir 10 sur 10. Alors, je vais lire ce qui est écrit. La description du personnage est adéquate. L'explication est claire et s'appuie sur au moins 2 éléments du dossier. 2 éléments du dossier, ça veut dire que ça me prend 2 bonnes descriptions sur 10. Là, les descriptions doivent être encore assez longues. Pour 8 points, la description du personnage est adéquate, l'explication est claire et s'appuie sur un seul élément du dossier. Ça veut dire que tu as bien fait ta description, mais on dirait que tu t'es fié juste à une partie, tu t'es pas fié à l'ensemble du cahier de préparation. Pour 6 points, la description et l'explication sont peu élaborées, s'appuient sur un seul élément du dossier. Là, il t'en manque un peu. Tu n'as pas vraiment rempli les lignes, tu t'es pas vraiment fié à ce qui était là. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de ta grille. Fait que prends le temps de bien la regarder. Alors, on nomme le personnage, on nomme 2 aspects. On peut l'écrire 1, 2 petits points, 2, 2 petits points, puis on l'écrit. On prend le temps de bien détailler. Le truc, c'est de choisir le personnage qui a le plus de description. Revenons à la notion d'aspect. Quand on demande des aspects différents, ça ne veut pas dire amener des synonymes ou des mots du même domaine. Il faut différencier les idées complémentaires. Mettons qu'on parle du système scolaire. On te dit, amène-nous 2 aspects différents du système scolaire. L'élève me répond, il y a des écoles primaires, secondaires, adultes, Courvilloise, la Seigneurie, Samuel de Champlain, il nomme des noms. Là, il s'est dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 aspects, c'est en masse. Non. On a toujours un seul et unique aspect, on parle des écoles. Même principe. Si tu me dis, je vais te parler du système scolaire, je vais te parler des cours. Il y a des cours de français, des cours d'histoire, des cours d'anglais, des cours il y a des devoirs, il y a des études. On est toujours dans le principe des cours. Pour avoir vraiment des aspects différents, on en prend un qui parle des écoles. Là, on fait une description adéquate. Dans le système scolaire, il existe des écoles primaires, des écoles secondaires, des écoles aux adultes. On choisit un deuxième aspect. À l'intérieur de ceci, on donne des cours, par exemple, des cours de français, anglais, maths, etc. On aurait pu aussi choisir un troisième aspect
Les écoles comportent des élèves parfois en difficulté, parfois des élèves qui sont au programme international, etc. On y trouve aussi du personnel scolaire, dont des professeurs, des directeurs, des surveillants, des secrétaires, etc. On pourrait même placer un cinquième aspect par rapport au système scolaire. Ça implique des bulletins, des notes, un suivi, des règlements, bref, des aspects, c'est vraiment des idées complémentaires. À l'intérieur de ces mêmes idées-là, là, on met des mots de la même famille, des mots du même domaine, des synonymes. Imaginons qu'on demande deux aspects d'un personnage. Je vois ça souvent dans vos réponses. L'élève va me dire, bon, ben, il est toujours habillé en jeans, il porte un gilet noir, il a un style un peu sportif, c'est une personne assez propre, etc. C'est parce que ça, c'est toujours vestimentaire, c'est toujours la même affaire. Ça, c'est un seul aspect. Il y en a d'autres qui vont me parler juste du physique. Belle apparence, cheveux bruns, courts, yeux bleus, bien rasés. Ils pensent qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais pourtant, c'est juste du physique. Maintenant, si on parle d'un troisième aspect, les goûts, le psychologique de la personne, on va me dire, le personnage, il aime le hockey, il déteste les hot dogs, il a peur de l'eau. Ça, c'est toujours dans le psychologique, ça. Sinon, il va me dire, ce personnage-là, il n'y a pas d'enfant, il travaille comme vendeur de voitures, il a 3 frères, il y a un ennemi qui s'appelle Bito. Ça, c'est toujours la même affaire. C'est sa vie sociale, c'est sa vie familiale. Alors, pour avoir des aspects différents, on y va avec les traits qui sont physiques, qui sont vestimentaires, qui sont psychologique et la vie sociale ou la vie familiale. Vraiment, là, il faut différencier les aspects. Alors, ici, on n'a pas placé de questions, mais on va quand même analyser cette fameuse grille de correction. On se doute qu'elle est sur 10 points. 10, 8, 6, 4, 0. Je vais lire ce qui est en bas. Il y a 5 lignes pour répondre. On fait un effort pour les remplir. Il y en a 10, on redouble d'efforts. Pour ceux qui écrivent gros, soyez donc logiques. Écrivez normalement ou complétez votre réponse en indiquant où vous avez placé la suite. On fait des phrases lisibles et complètes. On doit être clair, c'est-à-dire préciser et mettre des liens logiques. Maintenant, je lis la grille de correction. Pour avoir notre 10 points, réponse adéquate et justifiée par 2 éléments pertinents tirés de textes différents. Tu peux avoir un cahier de préparation avec des textes différents, c'est-à-dire que tu vas trouver des intertitres, des sous-titres. Ça veut dire qu'à quelque part, tes textes, ils sont différents. Change de texte. Ça se peut qu'un texte dure 3 pages, qu'un autre, il y a juste 3 paragraphes. C'est le titre qui va te le dire. Change de texte. C'est probablement un cahier, tout le cahier parle du même thème, ou du moins quelque chose qui est en lien avec ça. Pour avoir 8 points, réponse adéquate et justifiée par 2 éléments pertinents tirés d'un même texte. L'élève n'a pas changé de texte. Il répond bien, mais il est toujours dans le même texte. En même temps, des fois, ça se peut que lorsqu'on corrige, on va se rendre compte qu'il y a bel et bien 2 textes différents, mais c'est moyen. On sent que c'est un petit peu mal développé. On va y aller entre les deux, ça se peut qu'on mette juste 9 points. Ça se peut qu'on y aille dans le 8 aussi, puis qu'on explique notre raisonnement. Et pour le 6 points, réponse adéquate est justifiée par un seul élément, ou réponse maladroite justifiée de 2 éléments d'un même texte. Alors, c'est comme ça, jusqu'à temps qu'on atteigne un résultat qui n'est pas trop plaisant à voir. L'idéal, quand tu vas répondre sur les lignes, pour s'assurer que tu as bel et bien pris 2 textes, tu marques ça tel que c'est inscrit là. Texte ou le titre. Marque-moi le titre du texte que tu as choisi. OK? Donc,
Tu vas justifier dans ce texte-là, en me nommant le titre, tu vas donner ton raisonnement. Ensuite, tu passes des lignes, tu marques 2 tirets. Dans ce texte, tu marques le titre du texte et tu écris ta réponse à cet endroit-là. Là, c'est clair. Tu vas avoir numéro 1, numéro 2, avec tes titres différents. Donc, tu prouves que tu as bien répondu. Puis en même temps, ça t'aide à toi à ne pas te mêler. Maintenant, quand on parle d'un thème, ce dont on parle, le thème, des fois, il n'est pas écrit dans le texte, il est implicite. Ça veut dire que tu dois comprendre de quoi cela parle. Dans le texte de Madeleine, le premier texte, on peut percevoir que le thème est principalement centré sur sa phobie. Elle a peur de sortir. Ça, c'est le premier thème. On peut en déduire qu'elle vit une forme de dépression, une solitude. Donc, thème 1, phobie, peur. Thème 2, solitude ou dépression. C'est clair. Elle cherche une solution à sa phobie. Les deux sont associés ensemble, mais c'est quand même 2 thèmes dissociés. On va prendre un autre exemple maintenant. J'imagine que tout le monde a un petit peu vu et lu Harry Potter. Le thème principal, c'est certain que c'est la sorcellerie. Le second thème, c'est la découverte, puisqu'il découvre peu à peu qui il est vraiment. On aurait pu dire c'est l'apprentissage, les pas vers une autre vie, apprend à devenir un meilleur sorcier. Ça aurait pu aussi être un petit peu la vengeance. Il veut se débarrasser de son ennemi. Mais il faut trouver 2 thématiques différentes. Prenons maintenant le film Batman. Tout le monde connaît Batman. Donc, il y a plusieurs thèmes là-dedans. Alors, le premier thème dans Batman, c'est vraiment donc ses pouvoirs à lui. Son pouvoir, le fait que cet homme-là peut se servir de son équipement pour pouvoir effectivement sauver, aider les gens en détresse. C'est un aidant, lui. Le deuxième thème, on pourrait parler de politique. On sent très clairement le gouvernement, donc, qui parfois intervient, on ne sait pas trop qui est au pouvoir, qui veut le pouvoir. Il y a un troisième thème aussi. Il y a un peu l'amour, parce qu'à un moment donné, il y a quand même une femme qui s'intéresse à lui, mais effectivement, c'est pas sain, c'est pas évident. Hein? Batman, c'est quand même un homme chauve-souris. Il va même y avoir un quatrième thème, si on parle de ses ennemis, la guerre qu'il y a là-dedans, la violence et tout ça. Alors, thématique, c'est le contenu un peu de ce que l'histoire nous amène. À la fin d'un examen, on trouve souvent ce genre de questions. Quel texte as-tu préféré? Justifie bien ta réponse. Logiquement, tu vas nous donner le titre. Tu as le droit de nous dire que tu as préféré aucun texte, que tu n'aimes pas ce genre de lecture, mais tu vas quand même te baser sur les composantes du texte, sur tes connaissances et quand même des éléments pertinents. Si tu nous dis que tu n'as aimé aucun texte, explique-nous que pour toi, si, mettons, tu parles d'un conte, c'est trop enfantin, trop simple à comprendre, que tu préfères des textes plus compliqués. Donne-nous des exemples et viens formuler quelque chose pour appuyer ce que tu nous dis. L'idéal, c'est vraiment de dire j'ai préféré ce texte-là parce que il respectait les composantes. Mettons que c'est un texte explicatif qui nous parle des volcans, parce qu'effectivement, les explications étaient claires. On voyait très clairement qu'on avait affaire à un texte explicatif. On pouvait donc s'imaginer certains éléments du texte avec facilité. Tu donnes des preuves et autres.
Si, par exemple, tu nous dis que tu as préféré tel titre, style Harry Potter, parce que c'est un texte fantastique, les composantes du fantastique se trouvent à l'intérieur, puisqu'il y a de la sorcellerie, il y a des moments où il y a de l'action, il y a du suspense. Excellent. Maintenant, si on te dit, à qui le recommanderais-tu? Pourquoi? Si tu recommandes le texte à des enfants, explique-nous pourquoi. Parce qu'il est facile à comprendre, il n'y a pas de mots compliqués à l'intérieur, le vocabulaire est simple, le texte est court, etc. Si tu me dis que c'est pour les adolescents, ben explique-nous peut-être parce qu'il y a de l'action, peut-être parce que les personnages vivent des moments que certains jeunes pourraient vivre, etc. Si c'est pour les adultes, c'est le même principe. Détaille bien ta réponse. Tu ne dois pas répondre « je ne le recommande à personne ». Tu dois trouver un public. Pour tous les genres, il y a toujours quelqu'un à qui ça peut être recommandé. Si on te demande de donner des critères d'appréciation différents pour chacun des textes ou pour un seul texte et d'appuyer ta réponse avec des exemples. Quels sont ces critères? Habituellement, ils vont être écrits dans ton cahier, dans ton questionnaire. Regardons-les ensemble. Si on te demande des critères en lien avec la compréhension, on veut un peu savoir, selon l'âge du lecteur, est-ce que c'est facile ou difficile à comprendre? Si un texte est censé s'adresser à des enfants et qu'on a besoin de faire des recherches pour comprendre, c'est pas normal. Est-ce qu'il était trop long, trop court? Est-ce que le thème était facile à percevoir? Est-ce qu'il était difficile? Nomme-le. Quel était le message transmis? Est-ce qu'il y avait une morale? Nomme-les. Si c'était pour apprendre un phénomène, quelque chose, nomme-les aussi. Alors, explique en gros ce que tu as compris de ce texte. Quand on parle de critères grammaticaux, ça peut être la grammaire du texte, la grammaire aussi telle quelle. Est-ce que le vocabulaire était facile à comprendre, difficile, amène des preuves? Est-ce que les paragraphes étaient bien distribués? Est-ce qu'il y avait des titres, des sous-titres qui te permettaient de suivre plus facilement, etc. Quand on parle de crédibilité, qui écrit ce texte? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui ont prouvé le tout, des chercheurs, etc.? Quand on parle de cohérence, il n'est pas censé avoir de contradiction. Le texte se tient. La pertinence, c'est la logique. Mais c'était pertinent de savoir ça. Dans les faits, on comprenait plus facilement. On avait des bons exemples, des bonnes comparaisons. N'oublie pas, amène toujours des preuves. Imaginons que tu dois analyser un texte et on te demande de donner tes critères d'appréciation, soit sur le message transmis, la pertinence, la cohérence, le vocabulaire, la grammaire, peu importe. Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas encadrer les mots qui t'ont paru difficiles. Ensuite, tu vas donc peut-être souligner ce qui te semblait pertinent. C'est logique, c'est cohérent. Tu peux regarder aussi la crédibilité. Donc, pour obtenir de la crédibilité, il faut que ce soit quelqu'un de connu qui nous transmet le message. Quel est le message transmis? Donc, prends des notes, écris dans la marge. Alors, nous allons lire le texte sur le rire et après, on l'analysera ensemble. Comme chacun le sait, le rire est le propre de l'homme. Mais pourquoi rit-on? Qu'est-ce que cela signifie? Des questions auxquelles l'anthropologue Bernard Champion tente d'apporter une réponse. Mes hypothèses seront peut-être démenties demain si l'on découvre une hormone du rire, prévient-il sans pour autant croire à cette future découverte. Grâce au progrès de la médecine et de la biologie depuis une vingtaine d'années, la physiologie des émotions a fait des progrès. Le rire a partie lié avec un état d'esprit, une humeur, dit Bernard Champion. Il souligne également l'étymologie latine du terme signifiant humide et dont est encore issu le mot humour.
Les émotions servent à communiquer et à lier les individus entre eux, poursuit Bernard Champion, évoquant la contagion du rire. Si les histoires les plus drôles sont racontées au début d'une série, celles qui suivent, même si elles sont moins drôles, feront rire autant, dit-il. Il continue en citant une expérience faite dans les années 60 aux États-Unis où un film a été projeté à un groupe de personnes dont un tiers avait eu une injection d'adrénaline, un tiers de sérum physiologique et un tiers d'un tranquillisant. Les premiers ont trouvé le film hilarant, les seconds un peu moins et les troisièmes pas du tout. Ce qui confirmerait donc que la perception est en relation avec l'état physiologique. Alors, commençons notre analyse. Comme chacun le sait, le rire est le propre de l'homme. Je pense que c'est assez pertinent. Les animaux ne rient pas. On a l'impression qu'ils rient, mais un animal ne rit pas. Donc, c'est pertinent. Mais pourquoi rit-on? Qu'est-ce que cela signifie? Des questions auxquelles l'anthropologue Bernard Champion tente d'apporter. Bernard Champion, c'est un anthropologue, c'est pas n'importe qui, là. C'est un spécialiste, c'est un recherchiste. Alors donc, ça, c'est de la crédibilité. Pour le reste, c'est moyen. On va continuer plus loin. Dans cette partie, on nomme encore Bernard Champion. On l'a déjà parlé que c'était crédible, on n'a pas à le répéter deux fois, mais c'est clair qu'il y a de la crédibilité dans le texte. Il souligne également l'étymologie latine du terme. Là, ça se peut que tu aies trouvé ce mot-là difficile. On a besoin d'un dictionnaire pour le définir. Donc, on en tient compte. On se dit, bon, mais la grammaire n'était pas si facile que ça. Ça ne s'adresse pas nécessairement à des enfants à cause justement qu'il faut faire des recherches pour comprendre le vocabulaire. Poursuivons, les émotions servent à communiquer et à lier les individus entre eux, poursuit Bernard Champion. Encore la crédibilité. Évoquant la contagion du rire. Si les histoires les plus drôles sont racontées au début d'une série, celles qui suivent, même si elles sont moins drôles, feront rire autant. Je pense que c'est pertinent. On le sait que le rire, c'est contagieux. Si quelqu'un se met à rire dans la classe, automatiquement, quelqu'un va le regarder, on va avoir le fou rire. Soit qu'il rit de lui, soit qu'il rit avec lui. Il continue en citant une expérience faite dans les années 60 aux États-Unis où un film a été projeté par un groupe de personnes. Ben, c'est crédible ce qu'il dit, il y a une preuve, il a fait une expérience là-dessus. Donc, ça peut faire partie de notre crédibilité. Ensuite, à la toute fin, on dit la perception est en relation avec l'état physiologique. Physiologique, ça veut dire quoi ça? Logiquement, je dois chercher dans le dictionnaire pour le trouver. Alors là, je peux parler donc de critères grammaticaux, des vocabulaires qui sont difficiles. Dans ce paragraphe-là, on dit que il a donné un tiers d'injection d'adrénaline, un tiers de sérum, un tiers de tranquillisant. Ben là, c'est clair que c'est pertinent, puisque si on est endormi ou malade, on rigole moins. Donc, les derniers étaient en train de dormir. C'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement ri par rapport au film. Alors, ça, c'est aussi pertinent. Ça peut être crédible, pertinent, crédible, ça se ressemble. C'est cohérent aussi en même temps. Si tu avais choisi de nous parler du message transmis, imaginons l'élève me répond sur les humains rient. Il y a juste une phrase là-dessus. C'est vraiment court, on n'en dit pas assez. C'est pas mauvais, mais sur 5, j'aurais mis juste un point. Par contre, si tu me dis, le rire fait partie de l'état d'esprit de l'humain, le rire fait partie de l'humain, ça ressemble à la première réponse aussi, là. Mais tu me rajoutes, il est important, il est essentiel, il est partout. Là, tu vas pouvoir définir avec des justifications qui sont plus faciles à trouver. Par exemple, le rire vient faire diversion à ce qui déplaît.
Hein, quand on est déprimé, parfois entendre rire quelqu'un, ça fait du bien. Le rire est contagieux, il est bon pour tout le monde. Selon notre état éveillé ou endormi, le rire est différent. Donc, il fait partie de l'état d'esprit de l'humain. Alors, amène-moi quelque chose que tu vas être capable de justifier facilement avec beaucoup d'éléments. Si tu choisis la compréhension, si tu réponds, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. La preuve, on dit que le rire part de la négation. Ça nous déplaît, alors on peut en rire. Ça m'arrive parfois lorsque quelqu'un il se passe de quoi, puis ça te fait rire. Aussi, ils disent que lorsqu'on est fatigué, on rit moins. L'autre soir, j'ai écouté un film, j'étais fatigué. Étrangement, je l'ai trouvé moins drôle que d'habitude. En bref, j'ai compris que le rire était essentiel et le propre de l'être humain. Alors, explique-moi pourquoi tu l'as bien compris. Tu peux me dire l'inverse aussi, je ne l'ai pas bien compris à cause du vocabulaire, je trouvais ça un petit peu trop technique. Détaille ta réponse. Bref, pour tous les types de textes, il y a une formule qui vous permet de bien amener vos critères. Voyons d'autres exemples. Voici d'autres exemples. L'histoire est facile à comprendre car elle pourrait être réaliste. Et tu m'amènes ce qui pourrait être réaliste dedans. Le texte fut difficile à comprendre à cause des nombreux personnages qui s'entrecroisent. Des fois, ça devient mélangeant. Prouve-nous ça. La compréhension des textes fut simple parce que l'histoire se déroule sur un plan chronologique qui aide à démêler l'action. Par exemple, il est venu au monde en 60, en 70, il était rendu à l'école primaire. Ça se tient, tu sais, il y a une suite logique. C'est pas l'histoire commence pas dans le futur, on revient dans le passé, c'est tout mélangé, là. Ensuite, il y a trop d'impertinence, c'est mélangeant et on finit par perdre le fil de l'histoire. Mais c'est quoi qui t'a semblé impertinent, incorrect? Le texte est explicatif et malgré qu'on explique des faits scientifiques, ce fut facile et agréable à comprendre à cause de telle affaire. Donc, sers-toi de ces exemples-là, ça pourrait être ce que tu ne dois jamais écrire. Je n'ai pas aimé le texte car je n'aime pas lire. Finalement, ça ne te tente pas de répondre, tant qu'à répondre ça. Je n'ai pas aimé le sujet car je n'aime pas ce genre de texte. C'est assez difficile de justifier ça et de justifier avec des critères, des arguments directement dans le texte. On doit plutôt dire, je n'ai pas aimé ce texte car l'histoire était trop longue et répétitive. Et amener des preuves. Ou, l'histoire était très bizarre et j'ai eu de la difficulté à comprendre ce qui se passait. J'ai aimé le sujet, tout était bien expliqué. J'ai aimé l'histoire, malgré quelques bouts incompréhensibles. J'ai aimé le sujet, cela m'a permis d'en apprendre plus sur des phénomènes scientifiques. Je n'ai pas aimé le sujet, mais malgré tout, j'ai appris un peu sur le phénomène de, tu l'expliques, ou le type fantastique, ou etc. Et tu essaies de justifier, de prendre le temps de compléter ta réponse. En ce qui concerne les messages transmis, surtout dans le narratif, ça ressemble un petit peu à la compréhension. On doit expliquer la morale, la leçon de vie, ce qu'on y a appris. Par exemple, ce texte nous apprend à ne pas se fier aux apparences. On donne la preuve. Le sujet nous montre que peu importe les mauvaises expériences, il y a des solutions à tout. Les textes nous font comprendre qu'il existe, et on amène les preuves. Pour ce qui est de la crédibilité, les sujets représentent de vraies situations et comportent des preuves telles que l'auteur fait intervenir ou place des citations provenant de tel texte, des spécialistes afin de démontrer la crédibilité des faits, etc. L'histoire est réaliste et aurait pu se produire. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on entend parfois dire que cela est arrivé à quelqu'un. L'auteur s'est probablement inspiré de faits vécus. Ou l'histoire n'a rien de crédible, il n'y a aucune preuve à cela. De plus, il est impossible ou invraisemblable que, etc.
À la page, l'auteur prétend que, puis il se contredit à la page, ce qui rend le tout à fait incrédible. Voici des exemples de recommandations. Je ne recommande pas ce livre pour les amateurs de science-fiction, car ils seront déçus de s'apercevoir que l'histoire s'en éloigne. Je ne recommande pas ce type de texte aux jeunes de moins de 14 ans, car ils sont difficiles à comprendre. On amène des preuves de vocabulaire qui est compliqué. Je recommande ce livre à tous ceux qui cherchent à comprendre ce genre de phénomène. On explique les phénomènes. Je le recommande à tous car il peut plaire autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux et on explique le tout. Alors, à chaque fois qu'on peut, on amène des preuves. On peut donner une page en référence, donner un titre, un sous-titre, donner le nom d'un scientifique, d'un recherchiste, de l'auteur. On peut placer une citation, c'est-à-dire un petit bout du passage, ou le dire en nos mots, mais préciser un petit peu où on a pris cette information-là.